À 37 ans, Jérôme Lefebvre incarnait le rêve moderne du self-made man. Propriétaire d'une chaîne de restaurants de luxe répartis dans les quartiers les plus chics de Lyon, il vivait dans un monde fait de verres étincelants, de champagne millésimé et de regards admiratifs. Sa silhouette élancée, toujours impeccablement vêtue de costumes sur mesure italiens, était familière aux pages économiques des magazines, mais aussi aux colonnes des journaux à scandale. On le voyait souvent au bras de célébrités, lors de soirées privées sur des yachts ou dans des villas perchées sur les collines de la Côte d'Azur. Tout dans sa vie semblait réglé comme une montre suisse. Succès, influence, plaisir. Jérôme ne se contentait pas de briller, il dominait. Charismatique, provocateur, parfois cruel dans ses plaisanteries, il aimait par-dessus tout impressionner. Ses amis, tous issus du même monde de privilèges, l'admiraient autant qu'ils le redoutaient. Ils formaient un cercle fermé, où les défis absurdes et les paris extravagants servaient à combler le vide d'une existence trop confortable. Parmi eux, perdre un pari pouvait signifier raser sa tête, acheter une œuvre d'art douteuse pour une somme indécente ou traverser la ville déguisé en animal exotique. Mais ce soir-là, dans le salon feutré d'un hôtel 5 étoiles où le champagne coulait sans fin, un pari nouveau plus absurde que tous les autres, allait naître. L'idée vint de Marc-Antoine, un héritier à l'humour décapant, légèrement éméché. « Jérôme, lança-t-il en s'affalant sur un canapé de velours bleu nuit, si tu perds ce coup-ci, tu devras épouser la première personne que tu croises dehors. » Les rires fusèrent. Pas la première belle inconnue dans un bar, non, la toute première personne, peu importe qui. Un silence intrigué suivit. Jérôme haussa un sourcil, amusé par la provocation. Il aimait ces moments où il devenait le centre d'attention. Il se redressa, sirota une gorgée de son whisky japonais, puis déclara d'un ton faussement solennel « Marché conclu, mais sachez que je ne perds jamais. » La partie commença. Il s'agissait d'un simple jeu de cartes, modifié pour inclure quelques règles complexes issues d'une tradition qu'eux seuls comprenaient. Jérôme, sûr de lui, étalait ses cartes avec assurance. Les minutes passaient, les rires continuaient et l'alcool affaiblissait les calculs. Puis vint le coup fatal. Une main mal jouée, un bluff raté. Et soudain, le silence. Marc-Antoine tapa des mains en se levant. Hilar. Eh bien, il semblerait que M. Lefebvre doive aller chercher sa future épouse. On sortit les téléphones pour immortaliser l'instant. Jérôme, piqué dans son orgueil mais incapable de refuser devant l'Assemblée, lança un sourire de façade. « Allons-y. Cette nuit, le destin choisira ma femme. » Il était près de 3 heures du matin quand le groupe sortit dans les rues humides de Lyon, encore animé par les fêtards et les noctambules. Ils marchaient sans but, hilars, filmant chaque instant, criant des commentaires destinés à alimenter les stories de leurs réseaux sociaux. Jérôme, légèrement en retrait, gardait un masque d'assurance, mais l'idée de cette promesse commençait à le déranger. Et si? Au détour d'une ruelle du centre historique, alors qu'il riait en commentant un graffiti douteux, Jérôme s'arrêta. Sous la marquise d'un ancien cinéma fermé, une silhouette était recroquevillée. Une femme, seule, couchée sur du carton, emmitouflée dans un manteau usé. Ses cheveux emmêlés cachaient partiellement son visage, mais elle semblait jeune, peut-être la trentaine, immobile, invisible. Les amis de Jérôme s'approchèrent, amusés. « Alors, tu as dit la première personne. » Il hésita. Ce n'était plus un jeu. Une voix intérieure, pour une fois, semblait plus forte que son ego. Pourtant, les regards étaient braqués sur lui. Il sentit la pression du moment. Il s'accroupit lentement, pencha la tête et dit d'une voix douce, presque moqueuse, « Mademoiselle, accepteriez-vous de m'épouser ?» Silence. Quelques ricanements derrière lui. La femme ouvrit les yeux lentement. Son regard était clair, limpide. Elle le fixa sans ciller. Et elle dit calmement « Oui ». Ce mot tomba comme une pierre dans un lac paisible. Les rires cessèrent net. Jérôme se redressa, déstabilisé. Les téléphones capturèrent déjà la scène, les commentaires fusaient. Certains pensaient à une blague, d'autres à une performance sociale. Mais elle, la femme au manteau troué, restait là, droite, silencieuse. Jérôme ne dit rien de plus. Il tendit la main. Elle la prit. Et ensemble, sous les néons fatigués d'un cinéma oublié, ils disparurent dans la nuit, laissant derrière eux des regards interloqués et des vidéos prêtes à faire le tour du monde. La pièce venait de se mettre en mouvement, et personne, pas même Jérôme Lefebvre, ne pouvait en deviner l'issue.
Le lendemain matin, les réseaux sociaux s'étaient enflammés. Une vidéo de piètre qualité, filmée par un des amis de Jérôme, montrait l'homme d'affaires s'agenouiller devant une femme sans domicile fixe, puis lui tendre la main en prononçant une demande en mariage théâtral. Le visage de la femme n'était pas très net, mais sa réponse claire et sereine, ce simple oui inattendu, était parfaitement audible. Les commentaires pleuvaient. Certains y voyaient un coup de comédie cruelle, d'autres un geste de charité déguisé. Quelques-uns défendaient Jérôme, d'autres l'accusaient de mépris, de folie, d'humiliation publique. L'affaire, en quelques heures, était devenue virale. Les journaux du matin titraient déjà sur « le mariage le plus absurde de l'année ». Des talk-shows débattaient sur la moralité de ce pari. Des sociologues, des psychologues, des chroniqueurs mondains. Tous donnaient leur avis. Jérôme Lefebvre, jusqu'alors maître de sa réputation et de son image publique, était devenu un personnage de farce nationale. Mais plus étrange encore que la réaction du public fut celle de Claire, la femme concernée. Après leur rencontre nocturne, elle n'avait pas cherché à fuir ni à remettre en cause l'échange surréaliste. Au contraire, elle avait accepté d'accompagner Jérôme et ses amis jusqu'à l'hôtel, sans poser de questions, sans exiger quoi que ce soit. Au petit matin, elle se tenait dans le hall de l'établissement, debout, droite, les cheveux attachés avec une pince trouvée dans sa poche, vêtue du même manteau usé. Les employés la regardaient avec gêne. Jérôme, lui, descendit de sa suite vers 10 heures, encore vêtu de son peignoir de soie. Il fut surpris de la trouver là, aussi calme, presque digne. Il s'approcha, s'attendant à devoir gérer une situation gênante, peut-être une demande d'argent ou une scène. « Tu es toujours là ?» demanda-t-il, légèrement ironique. Elle acquiesça sans le moindre sourire, sans plainte, sans émotion particulière. « Tu m'as demandé de t'épouser. Je suis venu. » Le sérieux de sa voix le troubla. Il fit signe à un serveur d'apporter un café pour elle, puis lui proposa de monter dans un salon privé à l'abri des regards. Là, face à elle, il se retrouva étrangement désarmé. Ce n'était plus un jeu. Et pourtant, quelque chose en lui refusait d'annuler l'affaire. Il sentait qu'abandonner maintenant serait perçu comme une fuite, comme une faiblesse. Il se persuadait que continuer cette mascarade prouverait son contrôle total sur la situation. Les jours suivants furent un mélange de chaos et d'organisation improvisée. Les avocats de Jérôme, après avoir repris leurs esprits, lui rappelèrent les conséquences légales d'un mariage. Ils lui demandèrent s'il était sûr de vouloir procéder. Jérôme, à leur grande surprise, confirma. Il engagea un notaire, un organisateur d'événements et un conseiller en images pour tenter de retourner la situation à son avantage. Il pensait « Si le monde veut une histoire, je vais lui en donner une ». Il espérait que transformer cet épisode en conte de fées médiatique pourrait calmer la tempête. Mais rien ne se passait comme prévu. Chaque apparition de Claire provoquait un tourbillon d'interrogations. Les journalistes creusaient. Les détectives amateurs sur Internet tentaient de percer son identité. Personne ne trouvait rien. Aucun document, aucun passé, aucune trace d'elle dans les fichiers publics. Elle semblait n'être qu'une ombre, un mystère vivant. Pendant ce temps, elle ne demandait rien. Elle acceptait les vêtements qu'on lui proposait, se laissait guider vers les rendez-vous nécessaires pour entamer les formalités. Elle ne s'émerveillait pas devant les bijoux qu'on lui montrait, ne posait aucune question sur les raisons du mariage, ne semblait pas chercher à séduire Jérôme ni à profiter de la situation. Ce détachement perturbait profondément l'entourage du futur marié. Lors d'un dîner avec ses associés, l'un d'eux osa dire tout haut ce que d'autres pensaient tout bas. Elle est peut-être plus maligne qu'elle en a l'air. Elle sait ce qu'elle fait. Jérôme, sans répondre, observa Claire, assise au bout de la table, mangeant en silence. Elle utilisait les couverts avec une précision presque élégante. Son regard ne croisait jamais celui des autres, mais elle paraissait parfaitement consciente de tout ce qui se disait autour d'elle. Ce comportement, loin de le rassurer, attisait la curiosité de Jérôme. Il se mit à observer ses moindres gestes. Il la vit corriger discrètement la grammaire d'un texte qu'un assistant lui avait donné, murmurer des vers de poésie en regardant par la fenêtre d'une voiture, reconnaître un morceau de Chopin joué dans un hall d'hôtel. Cette femme ne collait à aucun cliché de marginalité. Elle semblait éduquée, raffinée même, malgré ses vêtements usés, malgré les circonstances. Le soir, seul dans sa chambre, Jérôme se surprenait à repenser à elle. Pas comme à une conquête, ni comme à un problème à résoudre, mais comme à une énigme dont il aurait été le déclencheur involontaire. Son cercle d'amis, en revanche, commençait à se désolidariser.
Certains refusaient de paraître à ses côtés en public. D'autres faisaient de l'humour noir à son sujet, postant des montages ridicules sur les réseaux sociaux. Il recevait des appels de ses partenaires commerciaux, inquiets de l'impact sur la marque de ses restaurants. Mais Jérôme, par orgueil, refusait de reculer. Il répondit aux critiques par un silence méprisant. Il déclara à la presse qu'il croyait à l'amour au premier regard, qu'il fallait bousculer les conventions. Ces phrases, qu'il ne croyait même pas lui-même, le faisaient passer pour un provocateur, un visionnaire ou un fou, selon le point de vue. Claire, quant à elle, ne participait à aucune interview, ne faisait aucune déclaration. Elle restait en retrait, spectatrice d'un cirque médiatique qui ne semblait ni la choquer ni la flatter. Un matin, alors qu'ils se rendaient ensemble à la mairie pour déposer les premières pièces administratives, Jérôme lui demanda à mi-voix « Tu sais que tu pourrais tout arrêter? Tu pourrais me dire non maintenant. Personne ne t'en voudrait. » Elle le regarda longuement, puis dit « Et toi, tu veux que j'arrête ?» Il ne répondit pas. Elle non plus. La voiture continua sa route, dans un silence dense. Au dehors, les passants prenaient des photos, des journalistes suivaient en scooter. Une foule invisible, insatiable, s'était emparée de leur histoire. Mais au cœur de ce tumulte, il y avait encore cette femme toujours aussi impassible, et cet homme qui ne comprenait plus s'il jouait encore un rôle ou s'il avait déjà perdu le contrôle. Pendant que la France entière spéculait sur l'identité de la mystérieuse femme sans domicile qui allait épouser l'un des hommes d'affaires les plus en vue du pays, Claire Morel, elle, restait de marbre. Aucun commentaire, aucun écart de comportement, aucun signe d'ambition ni de peur. Cette immobilité, ce calme presque troublant, commença à créer un malaise subtil autour d'elle. Ceux qui espéraient voir une femme exploitant la situation pour s'enrichir furent déçus. Ceux qui attendaient une explosion d'émotions, un geste de gratitude ou de colère, restèrent perplexes. Claire semblait simplement présente, ni soumise, ni triomphante, une énigme vivante. Jérôme, lui, oscillait entre fascination et irritation. Au départ, il s'était convaincu que Claire finirait par révéler ses intentions, qu'elle demanderait de l'argent, qu'elle chercherait à manipuler la situation pour son avantage. Il connaissait le monde, pensait-il, et les gens n'agissaient jamais gratuitement. Pourtant, après plusieurs jours passés à organiser leur étrange mariage, Claire ne posait toujours aucune question. Elle suivait les rendez-vous, signait les papiers nécessaires, essayait les tenues proposées par les stylistes et restait imperturbablement silencieuse. Elle ne montrait aucun attachement aux objets qu'on lui proposait, ni au luxe environnant. Elle acceptait, sans commenter. Un soir, après une journée entière à courir d'une séance photo à une entrevue avec l'état civil, Jérôme décida d'en finir avec ce qu'il appelait intérieurement le grand théâtre de la mutique. Il invita Claire à dîner dans un des restaurants qu'il possédait, à huis clos. Il voulait la voir en dehors des regards extérieurs, sans caméra, sans témoin. Il voulait enfin comprendre. Le décor était sobre, une table dressée pour deux, des bougies, une lumière douce. Claire entra vêtue d'une robe noire simple, prêtée par une de ses collaboratrices. Elle s'assit en silence. Jérôme s'installa face à elle, cherchant ses mots. « Tu sais que tout cela est absurde, non ?» Elle le regarda sans répondre. « Tu pourrais tout arrêter quand tu veux. Personne ne te retiendrait. Tu n'as rien à prouver. » Elle leva lentement son verre, but une gorgée d'eau, puis répondit « Et toi ?» Jérôme ne s'attendait pas à cette question. Il resta un instant immobile. Il voulait dire qu'il continuait pour l'image, pour le défi, pour le contrôle de la narration. Mais aucune de ces raisons ne lui paraissait convaincante face à elle. Il préféra changer de sujet. « Tu n'as jamais eu envie de poser des questions? Sur moi? Sur tout ça ?» Claire haussa légèrement les épaules. « Tu montres tout ce que tu veux que je voie. Le reste, je le découvrirai si tu décides de le dire. » Cette réponse, d'une simplicité presque violente, le déstabilisa. Elle n'était ni soumise ni provocante. Elle disait simplement la vérité, sans détour. Ce fut la première fois qu'il perçut en elle une forme de contrôle qu'il n'avait pas anticipée. Claire n'était pas perdue, ni faible. Elle était simplement présente, dans une posture qu'il ne maîtrisait pas. Les jours suivants, Jérôme continua à observer. Il demanda à ses collaborateurs de la traiter comme n'importe quelle fiancée. Il interdit les moqueries, exigea du respect. Et peu à peu, il remarqua d'autres détails troublants. Claire ne regardait presque jamais les écrans, les téléphones, les téléviseurs.
Elle préférait les fenêtres, les gens, le silence. Quand elle lisait, elle choisissait des auteurs complexes, citait des passages de mémoire, corrigeait parfois les erreurs dans les brochures de leurs prestataires. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait pesé, mesuré, jamais inutile. Une de ses assistantes lui confia un jour à voix basse, après avoir accompagné Claire dans une boutique de robes. Elle connaît les tissus mieux que la vendeuse. Elle savait distinguer une soie sauvage d'une soie lavée au toucher. Elle ne dit rien, mais elle voit tout. Ses observations commencèrent à provoquer une fissure dans les certitudes de Jérôme. Il se mit à revoir les vidéos de leur première rencontre. Il examina son regard, sa posture, ses réactions. Ce qu'il avait d'abord pris pour de la résignation lui semblait maintenant relever d'un choix conscient. Comme si elle avait accepté ce mariage non pas par besoin ou par hasard, mais pour une raison qu'elle gardait pour elle. Ses amis, de plus en plus absents, continuaient à lui envoyer des messages de prudence. Ils parlaient de manipulation, de danger. L'un d'eux écrivit « Tu ne la connais pas. Tu joues avec une bombe à retardement. » Mais Jérôme, lui, ne se sentait pas menacé. Il se sentait intrigué. Et cette sensation nouvelle dominait toutes les autres. Dans les rares moments d'intimité qu'ils partageaient, Claire se montrait toujours polie, mais jamais familière. Elle ne cherchait pas à séduire. Elle ne posait pas de main sur lui, ne tentait aucune proximité affective. C'était comme si elle respectait une distance tacite, invisible, mais absolue. Jérôme se surprit à la vouloir franchie. Il voulait comprendre, percer le mystère. Pas par vanité, mais par besoin presque viscéral. Une nuit, alors qu'il se promenait seul dans les couloirs de son immeuble, il la trouva assise dans le salon, en chemise de nuit, un livre sur les genoux. Elle ne sembla pas surprise de le voir. Il s'assit à côté d'elle, en silence. « Tu dors mal ?» demanda-t-elle. Il répondit par un hochement d'épaule. « Moi aussi », ajouta-t-elle, sans lever les yeux de sa page. Ils restèrent là, sans parler, pendant ce qui sembla une éternité. Le silence entre eux n'était plus vide, il était habité. Un espace suspendu, sans tension, sans promesse. Ce fut ce soir-là que Jérôme décida, sans encore l'admettre, qu'il ne voulait plus seulement jouer un rôle. Il voulait savoir qui était Claire Morel. Pas la sans-abri, pas la femme du Paris, mais la personne réelle. Et il pressentait que pour cela, il allait devoir attendre qu'elle accepte de se révéler, à son rythme, selon ses règles. Le lendemain matin, Jérôme convoqua discrètement son chef de sécurité personnelle, un ancien officier méthodique et discret à qui il confia une mission précise, découvrir qui était réellement Claire Morel. Il ne cherchait pas une validation pour se rassurer ou des preuves d'une machination. Il avait besoin de comprendre, rationnellement, pourquoi cette femme sans domicile, surgie de nulle part, possédait une culture, une élégance et une présence qui contredisaient complètement l'image d'une vie dans la rue. C'était une démarche méthodique, sans affect. Il voulait des faits, des éléments vérifiables, quelque chose qui puisse confirmer ou infirmer les impressions qui s'étaient ancrées en lui. Il pensait qu'un simple rapport pourrait lui apporter des réponses concrètes, sans implication émotionnelle. L'homme de confiance contacta un détective privé spécialisé dans les enquêtes discrètes sur les individus sans antécédents classiques. Ce dernier, un certain Duroc, accepta le travail avec assurance. Il expliqua que la plupart des personnes sans domicile avaient un historique même fragmenté, des amendes, des hospitalisations, des enregistrements sociaux, des passages dans des foyers ou des signalements administratifs. Il suffisait d'un nom, d'un lieu de naissance, d'un numéro de sécurité sociale partiel pour commencer à reconstituer un profil. Jérôme fournit les seules informations qu'il possédait, le prénom, Claire, et le nom qu'elle avait donné, Morel. Il précisa qu'elle n'avait ni papier ni adresse connue et qu'elle avait dormi dans les rues de Lyon jusqu'à leur rencontre. Une semaine plus tard, Duroc le rappela, la voix tendue. « Monsieur Lefebvre, je suis obligé de vous dire que c'est la première fois que je fais face à une absence aussi totale. Aucun fichier ne contient la moindre trace d'une Claire Morel correspondant à votre description, ni à Lyon, ni dans les bases nationales. Ni dossier médical, ni aide sociale, ni activité scolaire ou professionnelle, pas même une amende de stationnement ou un passage aux urgences. » Jérôme pensa d'abord à une erreur. Il demanda une vérification avec d'autres orthographes possibles, d'autres prénoms proches. Le détective s'en chargea. Il élargit même la recherche aux pseudonymes, aux casiers judiciaires, aux actes de naissance anciens. Rien. Pas de parents, pas de liens familiaux,
aucune empreinte. La seule Claire Morel présente dans les fichiers de l'état civil était décédée depuis plus de 10 ans. Le reste du pays semblait vierge de toute trace de la femme qu'il avait en face de lui chaque jour. Il reçut le rapport imprimé une matinée de novembre dans une chemise cartonnée grise, avec une courte lettre d'excuses en première page. À l'intérieur des dizaines de pages vides de résultats, pleines d'interrogations et d'hypothèses infructueuses. Jérôme lut tout, ligne après ligne, espérant trouver un oubli, un indice négligé. Il ne trouva rien d'utile. Et pourtant, Claire était bien là. Elle existait, marchait, parlait, respirait. Comment pouvait-elle ne laisser aucune trace, dans un monde où tout était enregistré, archivé, catégorisé? Cette absence absolue ne calma pas ses doutes. Elle les fit exploser. Car si elle n'était pas une simple sans-abri, si elle n'était pas inscrite dans le système, alors elle devait venir d'un tout autre passé, quelque chose de radicalement différent. Et la question brûlante, alors, n'était plus « qui est-elle ?», mais « pourquoi se cacher ?» Jérôme tenta de l'aborder frontalement. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans un des appartements qu'il utilisait parfois pour fuir les paparazzis, il lui tendit le rapport, sans mots. Claire le prit, le feuilleta en silence, puis le posa sur la table basse. « Tu me fais surveiller ?» demanda-t-elle sans colère, sans surprise. Il répondit simplement « Je voulais comprendre ». Elle resta immobile, les yeux fixés sur le dossier. « Et maintenant que tu sais que je ne suis personne, tu veux quoi ?» Cette question résonna comme un coup de marteau. Jérôme aurait pu répliquer, poser 1000 autres questions. Mais à cet instant, il comprit que toute tentative de confrontation directe serait vaine. Claire ne cachait pas un passé honteux, elle le protégeait. Et s'il voulait en savoir plus, il lui faudrait gagner sa confiance autrement. Dans les jours qui suivirent, il changea d'attitude. Il arrêta les questions. Il cessa de l'interroger du regard à chaque mot, à chaque silence. Il continua les préparatifs du mariage, comme si rien n'avait changé. Mais en lui, quelque chose avait basculé. Il ne s'agissait plus d'un jeu. Il ne voulait plus seulement savoir qui elle était. Il voulait comprendre pourquoi elle avait accepté, pourquoi elle restait, et ce que cela révélait de lui-même. Claire, de son côté, ne fit aucun commentaire sur l'enquête. Elle ne montra ni rancune ni méfiance nouvelle. Elle continua à participer au rendez-vous, à ajuster les détails logistiques du mariage avec la même attitude réservée. Pourtant, quelque chose dans sa posture s'était durci. Jérôme le sentit, sans pouvoir le formuler. Elle n'était pas fâchée. Elle était simplement plus distante, comme si elle avait reculé d'un pas invisible. Un matin, lors d'un essayage de robe dans un grand atelier de couture du centre-ville, une styliste fit un commentaire innocent. « Votre port de tête est digne d'une femme élevée dans un pensionnat aristocratique. » Claire ne répondit rien, mais Jérôme, assis à l'écart, observa le léger raidissement de sa nuque, l'infime contraction de sa mâchoire. C'était la première fois qu'un mot, aristocratique, semblait provoquer en elle une réaction physique. Ce détail, aussi subtil soit-il, confirma ce qu'il soupçonnait depuis quelques jours. Claire n'avait pas toujours vécu dans la rue. Et si elle avait fui toute identité officielle, ce n'était pas par accident. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi cette disparition volontaire du système, cette volonté d'effacer toute trace d'elle-même? Jérôme commença à imaginer des hypothèses. Il pensa à des familles riches en disgrâce, à des témoins sous protection, à des histoires familiales effondrées. Rien de ce qu'il inventait ne tenait vraiment debout. Et pourtant, chaque jour, Claire lui apparaissait moins comme une étrangère venue d'un monde marginal, et plus comme une femme qui avait consciemment choisi de s'effacer, de redevenir anonyme. Ce paradoxe, une femme invisible portant en elle les signes d'un passé cultivé et soigné, le rendait chaque jour plus nerveux. Non pas parce qu'il avait peur d'un danger, mais parce qu'il pressentait que toute sa propre histoire allait être remise en cause dès que la sienne serait révélée. Le rythme des jours précédant le mariage s'accélérait à mesure que les médias s'emparaient de chaque détail, chaque déplacement, chaque silence de Claire. Les journalistes campaient devant les hôtels, les studios de création, les lieux de rendez-vous administratifs, alimentant les débats télévisés avec les mêmes images en boucle. Les plateaux de télévision opposaient les commentateurs. Certains dénonçaient une manipulation grotesque, d'autres défendaient l'acte comme une performance sociale ou même un témoignage d'amour inattendu. Claire, pourtant, restait sourde à tout ce vacarme. Son silence était désormais devenu sa signature,
Et malgré les efforts d'agents de communication, d'avocats, de conseillers d'images, rien ne semblait pouvoir la faire sortir de sa réserve. Ce silence, d'une consistance presque physique, avait fini par imposer une nouvelle dynamique dans la relation entre Jérôme et Claire. Il n'était plus seulement une forme d'absence, il était devenu une sorte de frontière entre eux, une ligne qu'il n'arrivait ni à franchir ni à contourner. Mais au lieu de le lasser, cette distance attisait sa curiosité. Chaque petit indice devenait un fragment à décrypter, chaque regard fuyant, chaque mot prononcé avec parcimonie était analysé comme un code. Un après-midi froid et lumineux, alors que Claire essayait une robe dans un salon privé mis à disposition par un créateur parisien, Jérôme, resté dans une pièce attenante, fouillait machinalement une veste que Claire avait laissée sur une chaise. Ce n'était pas une intrusion préméditée, mais plutôt un geste absent, presque distrait. Il s'attendait à trouver des mouchoirs, peut-être une photo, quelque chose de banal. Mais au fond d'une poche intérieure, pliée avec soin, se trouvait une enveloppe ancienne, de celles que l'on utilisait encore pour les correspondances personnelles, jaunies par le temps. Il hésita, puis, lentement, la sortit et l'ouvrit. La lettre était courte. L'écriture, fine et légèrement inclinée, dénotait une main éduquée, entraînée, presque calligraphique. Elle n'était pas adressée à Claire explicitement, mais le ton en était intime. Le message disait « Tu as choisi le silence, je le respecte. Mais n'oublie jamais qui tu étais avant. Ce que tu as vécu, personne ne pourra l'effacer, même si tu refuses de le nommer. Tu portes une mémoire qu'ils ne pourront jamais voler. Sois prudente. Ils ne doivent pas savoir que tu es encore en vie. Élise. » Jérôme relut ces lignes plusieurs fois. Aucun nom de famille, aucun lieu, aucune date. Juste ce prénom, Élise. Et cette phrase étrange, presque menaçante dans sa dernière formulation. Ils ne doivent pas savoir que tu es encore en vie. C'était un message codé, mais la menace semblait bien réelle, pas littéraire. Une lettre d'adieu, une mise en garde, un appel à la clandestinité. Il n'en savait rien, mais ce qu'il comprit immédiatement, c'est que Claire avait fui quelque chose, et que cette fuite n'était ni romantique, ni accidentelle. Elle était vitale. Il remit discrètement la lettre dans la poche et referma la veste au moment où Claire réapparaissait dans la pièce, les bras nus, le regard fuyant. Il se leva, fit un commentaire neutre sur la coupe de la robe, puis quitta le salon sans ajouter un mot. Ce qu'il venait de lire le hantait déjà. Le nom d'Élise tournait en boucle dans sa tête. Qui était-elle? Une sœur, une amie, une complice, une ancienne collègue. Et de quoi parlait-elle exactement? Jérôme comprit que l'absence de traces dans les registres officiels n'était qu'une partie de l'énigme. Claire n'était pas seulement absente du système, elle était activement cachée, peut-être même protégée. Et désormais, il possédait une preuve tangible que son histoire allait bien au-delà d'un simple drame personnel. Cette découverte l'ébranla plus qu'il ne voulait l'admettre. Il commença à observer Claire avec une prudence nouvelle, non pas par méfiance, mais comme s'il craignait d'effleurer une blessure encore ouverte. Il voulait poser des questions, confronter le contenu de la lettre à ses silences, mais quelque chose en lui interdisait de le faire. Peut-être parce qu'il savait que cela briserait l'équilibre précaire qui s'était installé entre eux. Peut-être aussi parce qu'il se rendait compte qu'il n'était pas prêt à entendre certaines réponses. Les jours suivants, Jérôme réduisit ses interactions avec ses amis, ses associés, et même avec la presse. Il se concentra sur les préparatifs, qu'il suivait désormais avec une rigueur presque mécanique. Il déléguait moins, vérifiait chaque étape, comme s'il avait besoin de garder la maîtrise de quelque chose alors que tout le reste lui échappait. Il choisit personnellement les fleurs, les invitations, le lieu exact de la cérémonie, un petit château isolé à 30 km de Lyon. Il voulait un endroit discret, loin des regards, presque inaccessible. Claire ne protesta à aucun moment. Elle suivait les décisions, écoutait les instructions, essayait les tenues, répondait poliment aux intervenants, mais ne participait jamais activement. C'était comme si elle traversait les préparatifs d'un mariage qui ne la concernait que partiellement. Jérôme sentit que ce comportement n'était pas de la passivité, mais un mécanisme de protection. Elle s'investissait à sa manière, en refusant d'être affectée. Il comprenait maintenant que cette posture n'était pas vide, mais profondément consciente. Elle gardait le contrôle en se tenant en retrait, et rien, ni personne ne parvenait à la faire sortir de cette bulle. Un matin,
Alors qu'il signait des documents au cabinet du notaire, Claire prit soudain la parole après une longue période de silence. Sa voix était posée, presque neutre. « Tu comptes me demander un jour pourquoi je suis là ?» Jérôme leva les yeux, surpris. Il n'avait jamais entendu cette tonalité dans sa voix. Il resta quelques secondes sans répondre, puis dit simplement « Je crois que je préfère que ce soit toi qui décides quand en parler. » Claire hocha lentement la tête, puis elle ajouta presque imperceptiblement « Alors ne te presse pas. » Cette phrase flotta dans la pièce, sans écho, mais pour Jérôme, elle sonnait comme une promesse, ou du moins une ouverture. Il comprit qu'elle savait qu'il avait vu la lettre, ou peut-être pas. Peut-être le soupçonnait-elle, mais cela n'avait pas d'importance. Le plus important, c'était ce qu'elle venait de dire. Elle n'était pas contre l'idée de raconter. Elle attendait juste le bon moment, celui où elle serait prête. Et ce jour-là, il serait peut-être enfin autorisé à savoir ce qu'il ignorait encore, la vérité sur Claire Morel. À mesure que la date du mariage approchait, la pression médiatique atteignait un niveau inédit. Ce qui avait commencé comme une vidéo virale anecdotique était devenu un feuilleton national, disséqué chaque soir à la télévision, partagé, critiqué, moqué. L'histoire de Jérôme Lefebvre, entrepreneur lyonnais multimillionnaire, et de Claire Morel, sans domicile fixe au passé indéchiffrable, servait de miroir aux obsessions sociales de l'époque. D'un côté, ceux qui dénonçaient la mascarade, une mise en scène cynique pour alimenter l'image d'un homme en quête de notoriété. De l'autre, ceux qui voyaient dans ce mariage improbable une forme de transgression poétique, une critique indirecte des codes de la réussite et du conformisme bourgeois. Mais la majorité, en vérité, s'en nourrissait comme d'un spectacle, avide de nouveaux rebondissements. La situation devint ingérable lorsque la presse internationale s'empara du sujet. Des médias italiens, espagnols, allemands commencèrent à couvrir l'affaire. Une émission américaine en fit même un sujet de débat sociétal, opposant des experts en éthique à des animateurs cherchant le sensationnel. L'ampleur prise par ce mariage improbable fit basculer la position des partenaires de Jérôme. Certains investisseurs, jusqu'alors discrets, commencèrent à exprimer leur mécontentement. Des marques associées à ces établissements de restauration de luxe menacèrent de suspendre leurs contrats. On lui retira des campagnes publicitaires prévues, on le remplaça à la dernière minute dans des conférences gastronomiques. Son nom, autrefois synonyme de réussite et de raffinement, devenait associé au scandale. Cette chute de réputation fut d'autant plus brutale que Jérôme n'avait jamais connu la moindre crise d'image depuis le début de sa carrière. Tout dans sa vie avait été planifié, cadré, construit. Il n'était pas devenu riche par hasard, ni par héritage, mais par une gestion impitoyable de son parcours. Voir cet édifice se fissurer à cause d'une décision prise sur un coup de tête, dans l'ivresse d'une nuit, lui était insupportable. Pourtant, il refusait de reculer. Il avait commencé quelque chose, et il s'était juré d'aller jusqu'au bout. Non par fierté seulement, mais parce que, contre toute attente, il ne voyait plus ce mariage comme un caprice, mais comme une forme de vérité. Et cette vérité, inexplicable, tenait debout à travers le regard impassible de Claire. Mais Claire, elle, commençait à vaciller. Ce n'était pas visible à première vue. Elle continuait de se présenter au rendez-vous, d'endosser les tenues, de répondre aux sollicitations avec son calme habituel. Mais quelque chose avait changé dans sa manière de se tenir, de regarder autour d'elle. Les micros qu'on lui tendait, les objectifs braqués sur elle, les commentaires murmurés dans les couloirs, tout cela avait commencé à ronger la surface de sa tranquillité. Elle ne parlait pas de ce qu'elle ressentait, mais Jérôme, qui avait appris à lire ses silences, percevait les failles. Elle se montrait plus tendue, parfois absente. Elle s'éclipsait plus rapidement après les séances officielles et refusait certaines interviews malgré les recommandations du conseiller en images. Un soir, après une réunion tendue avec des investisseurs, Jérôme la trouva dans le jardin de l'un de ses hôtels, seule assise sur un banc, les mains croisées. Il s'approcha sans bruit, s'assit à ses côtés. « Je peux te poser une question ?» demanda-t-il doucement. Claire acquiesça d'un geste à peine perceptible. « Qu'est-ce qui te dérange le plus dans tout ça? Le bruit, les gens ou le fait que je continue malgré tout ?» Elle resta silencieuse un moment, puis répondit sans le regarder. « Le regard qu'il pose sur moi, comme si j'étais un objet, comme si j'avais été posé là pour faire du contraste. » Jérôme comprit alors, avec une clarté brutale, que tout ce cirque médiatique avait réactivé en elle une violence ancienne. Être vu sans être regardé,
être exposée sans être entendue, c'était un rappel cruel d'un passé dont elle n'avait encore rien dit, mais qu'elle portait comme une armure invisible. Il voulut s'excuser, lui dire qu'il n'avait pas mesuré les conséquences, mais elle le coupa. « Tu n'as rien fait de mal, Jérôme, tu m'as laissé choisir, je suis venu. Je reste, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. » Cette lucidité, cette acceptation sans plainte ni mélodrame le frappa de plein fouet. Il sentit que tout ce qu'il croyait savoir des rapports humains, de la domination sociale, du pouvoir de l'argent, était en train de se dissoudre face à elle. Claire n'était pas une victime, elle était en résistance. Une résistance silencieuse, ferme, qui ne demandait ni compassion ni reconnaissance. Le lendemain, Jérôme convoqua son équipe et leur annonça qu'il annulait toute forme de communication publique autour du mariage. Plus d'interviews, plus de photos, plus de déclarations. Il engagea un avocat pour gérer les intrusions médiatiques et demanda que tout soit déplacé dans un lieu encore plus isolé. Certains y virent une tentative de contrôle, d'autres une manœuvre de fuite. Mais lui savait que ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était une décision prise pour protéger quelqu'un qui n'avait rien demandé et qui avait accepté d'entrer dans un monde qui n'était pas le sien. Dans les jours suivants, les tabloïds redoublèrent de virulence. Des titres criards dénonçaient une manigance, des secrets, un scandale à venir. On spéculait sur l'origine de Claire, sur son passé, sur sa vraie identité. On prétendait qu'elle avait été repérée dans un ancien hôpital psychiatrique, dans un pensionnat fermé après un scandale, dans une affaire de fraude. Aucun élément concret ne venait étayer ces rumeurs, mais elles circulaient, se transformaient, nourrissaient l'imaginaire collectif. Claire, pourtant, tenait bon. Même si elle parlait peu, même si elle s'effaçait dès que possible, elle ne reculait pas. Elle avançait vers ce mariage avec la même régularité calme que depuis le début. Et cette constance dans un contexte de pression extrême commença à faire naître autre chose dans le regard de Jérôme. Une forme d'admiration silencieuse. Ce n'était plus de la curiosité ni de l'attirance. C'était un respect nouveau, profond, presque douloureux. Il comprenait enfin que ce mariage, aussi improbable soit-il, ne concernait plus seulement les apparences ou le défi initial. Il était devenu une sorte de point de bascule, un acte de résistance pour elle, une épreuve de vérité pour lui. Et tous les deux, sans encore se l'avouer, étaient en train de se transformer au milieu d'un chaos qu'ils n'avaient ni prévu ni souhaité. Les jours suivant la décision de Jérôme de couper tout contact avec la presse furent à la fois plus calmes à l'extérieur et plus denses à l'intérieur. Loin des caméras et des micros, les préparatifs du mariage reprirent un cours plus discret, presque intime. L'équipe qui entourait Jérôme s'était réduite. Beaucoup de collaborateurs avaient pris leur distance, invoquant des obligations personnelles ou des engagements professionnels. Les appels d'investisseurs s'étaient espacés. Quelques contrats avaient été définitivement perdus. Les retombées de l'affaire, bien que ralenties par le silence imposé, continuaient de miner l'image publique de l'entrepreneur. Mais Jérôme, désormais, n'accordait plus à sa réputation l'importance stratégique qu'il lui donnait auparavant. Quelque chose avait changé dans sa manière de percevoir les priorités. Claire, elle, demeurait fidèle à son comportement d'origine. Présente, calme, disponible, mais toujours distante. Elle participait aux étapes essentielles, signait les papiers nécessaires, ajustait les décisions pratiques sans jamais s'impliquer émotionnellement. Jérôme aurait pu croire qu'elle se contentait de suivre le mouvement. Mais il commençait à comprendre que cette posture cachait un choix délibéré, celui de ne rien céder. Elle n'allait ni protester, ni fuir, ni s'attacher trop vite. Elle restait là, mais en gardant son centre de gravité hors d'atteinte. Et pourtant, au cœur de ce silence maîtrisé, un moment inattendu allait fissurer cette façade. Tout commença par une banale promenade. Jérôme avait proposé, un dimanche matin, de quitter la ville pour quelques heures. Il avait loué une voiture, sans chauffeur, et proposé à Claire une escapade à la campagne. Elle accepta sans enthousiasme visible, mais sans résistance non plus. Ils roulèrent en silence sur les routes secondaires qui serpentent au nord de Lyon, traversant des villages encore endormis et des vignobles aux couleurs d'automne. Aucun des deux ne parlait. Jérôme respectait ce silence, mais l'atmosphère dans l'habitacle n'était pas tendue. C'était une absence de parole qui n'avait rien d'hostile. Ils arrivèrent dans un petit hameau presque désert, une auberge à moitié ouverte, une église au clocher rouillé, des rues vides. Jérôme gara la voiture, et sans se concerter, ils commencèrent à marcher.
Le vent frais traversait les arbres, soulevant par moments des nuées de feuilles mortes. Claire s'arrêta devant une vieille maison aux volets clos. Elle la regarda longuement. Jérôme, resté en retrait, l'observa sans rien dire. Puis, à sa grande surprise, elle parla. « J'ai connu un endroit comme ça, quand j'étais petite. » Il ne répondit pas, de peur de briser ce moment fragile. C'était une maison de vacances. Il y avait un figuier et une balançoire faite avec une planche mal fixée. Elle grinçait dès qu'on montait dessus. Elle tourna la tête vers lui comme pour vérifier s'il l'écoutait vraiment. Je n'ai pas revu cet endroit depuis très longtemps. Je ne saurais même pas dire où c'était exactement. Jérôme s'approcha doucement. Il ne posa pas de questions. Il sentit que ce qu'elle venait de faire, évoquer un souvenir personnel, était déjà un pas immense. Un geste inattendu dans une relation jusque-là figée. Ils reprirent la marche. Claire s'arrêta quelques mètres plus loin devant une vitrine poussiéreuse, un magasin fermé, où quelques livres s'empilaient encore derrière la vitre. Elle s'en approcha, posa la main sur le verre. « Nietzsche », murmura-t-elle. « Édition Gallimard, collection blanche. J'ai lu celui-là quand j'avais 16 ans. » Jérôme la regarda, surpris. « Tu aimais la philosophie ?» Elle hocha la tête. « J'en lisais beaucoup. J'aimais comprendre comment les gens pensaient. Pas ce qu'ils pensaient, mais leur manière de penser. » Ils s'assirent un peu plus tard sur un banc au bord d'un petit cours d'eau. Claire enleva ses chaussures, posa ses pieds nus sur les pierres froides. Elle ferma les yeux, respira profondément. « Tu sais, dit-elle après un long moment, je ne suis pas quelqu'un de mystérieux. C'est juste que j'ai appris à faire taire ce que les autres pourraient utiliser contre moi. » Jérôme sentit une pression monter dans sa poitrine. Il savait que cette phrase n'était pas anodine. C'était une confession, habilement dissimulée, mais réelle. Claire ne jouait pas un rôle. Elle se protégeait, non pas parce qu'elle mentait, mais parce qu'elle avait été abîmée quelque part par une vérité devenue dangereuse. Ils restèrent là sans parler davantage, mais l'atmosphère avait changé. Pour la première fois, ils n'avaient pas eu besoin de forcer une réponse. Claire avait partagé quelque chose, de son propre chef, sans qu'il le demande, et cela bouleversa Jérôme plus qu'il ne l'aurait cru. De retour à Lyon, la voiture roula longtemps, sans qu'aucun des deux ne rompe le silence. Mais dans ce silence, il n'y avait plus de distance. Il y avait quelque chose d'autre. Une complicité encore fragile, presque inconsciente, mais bien réelle. Jérôme, en l'observant de profil, pensa à ce que lui avait dit un jour un ami médecin. Les gens ne guérissent pas en parlant. Ils guérissent quand ils se sentent en sécurité pour parler. Cette journée marqua un tournant. Claire ne redevint pas plus bavarde, ni plus démonstrative. Mais il y avait dans ses regards un changement subtil, moins de retenue, plus de conscience de sa présence auprès de lui. Jérôme, lui, cessa de la considérer comme une inconnue à décrypter. Il se mit à l'écouter vraiment, même quand elle ne disait rien. Quelques jours plus tard, alors qu'il préparait les dernières formalités du mariage, Claire se pencha vers lui pour lui montrer un détail sur un document. Le geste fut anodin, mais leur proximité fit naître un moment suspendu. Elle se redressa, le regarda, puis dit, presque comme une pensée à haute voix, « Tu n'es pas celui que je pensais. » Jérôme sourit sans savoir s'il devait y voir un compliment ou un avertissement. Mais il sentit que ce jour-là, pour la première fois, il n'était plus seul dans cette histoire. Il avait franchi un seuil invisible, non par insistance, mais par patience. Et cela, il le savait, valait bien plus que toutes les déclarations publiques qu'il aurait pu faire. La veille du mariage, Lyon semblait suspendu dans un calme trompeur. Malgré le silence médiatique imposé depuis plusieurs semaines, les rumeurs continuaient de circuler sous la surface. La presse n'avait plus accès aux principaux protagonistes, mais les spéculations s'étaient déplacées vers les réseaux sociaux, les forums, les podcasts. Des photos volées apparaissaient sporadiquement. Claire sortant d'un bâtiment administratif, Jérôme traversant un hall d'hôtel, un traiteur reconnu entrant dans le château où devait avoir lieu la cérémonie. À défaut d'interview, on analysait les expressions, les postures, les silhouettes. Une industrie du commentaire s'était bâtie sur une histoire dont personne ne connaissait les fondements réels. Mais au sein même de cette tension diffuse, Claire semblait étrangement apaisée. Elle participait aux derniers ajustements avec calme, se montrait plus présente, plus engagée, sans pour autant se livrer davantage. Jérôme, de son côté, était sur la défensive. L'habitude de tout contrôler, tout anticiper, tout planifier s'était érodée. Il vivait chaque moment comme une succession de gestes nécessaires,
sans se projeter au-delà de la cérémonie. Il ne savait plus très bien ce qu'il espérait, ni ce qu'il redoutait. Il était là, simplement, et pour la première fois de sa vie d'adulte, cela lui semblait suffisant. La cérémonie devait avoir lieu dans un château discret, entouré d'arbres centenaires, à l'abri des regards et difficile d'accès. Seuls quelques invités avaient été conviés. La plupart n'étaient ni des proches, ni des célébrités. Jérôme avait choisi de ne pas céder à la logique des apparences. Il voulait une cérémonie privée, à taille humaine, où la sincérité ne serait pas étouffée par les flashs. Claire n'avait rien exigé. Elle avait seulement demandé que le déroulé soit simple. Pas de discours, pas de mise en scène excessive. Juste un engagement formel, dans un lieu digne, sans bruit. Le matin de l'événement, le ciel était couvert, mais la pluie semblait hésitante. Le personnel du château s'affairait à l'intérieur, disposant les chaises, vérifiant les fleurs, coordonnant les horaires avec une précision rigoureuse. Jérôme, vêtu sobrement, observait les lieux en silence, alors que Claire terminait de se préparer dans une chambre à l'étage. Aucun stress apparent, juste une sensation étrange d'irréalité. Peu avant le début de la cérémonie, alors que les invités prenaient place, un bruit discret attira l'attention d'un membre du personnel à l'entrée du château. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, venait d'arriver à pied, visiblement seul. Il demanda à parler à Jérôme Lefebvre d'un ton calme mais ferme. Lorsqu'on lui demanda son identité, il se présenta simplement comme un représentant légal de l'étude Delorme et associé. Le nom, à lui seul, suffit à figer l'atmosphère. Le message fut transmis à Jérôme, qui descendit immédiatement dans le hall d'entrée. Il reconnut l'homme, un avocat d'âge moyen dont le visage ne lui disait rien, mais dont l'attitude indiquait qu'il n'était pas venu pour plaisanter. L'homme tendit une enveloppe épaisse, cachetée, portant son nom. Il ajouta presque à voix basse « Je ne suis que le messager, mais vous devez lire ceci avant d'aller plus loin. » Jérôme prit l'enveloppe, la garda en main sans l'ouvrir immédiatement. Il remonta dans une pièce isolée du premier étage, s'y enferma seul et s'assit face à la fenêtre. Il resta quelques secondes à contempler le jardin. Puis, lentement, il déchira le sceau. À l'intérieur, plusieurs documents, des lettres, des copies d'actes, des photographies anciennes. Et au centre, une longue déclaration rédigée par un avocat visiblement décédé depuis peu. Le ton était formel, mais le contenu d'une intensité rare. On y apprenait que Claire Morel était née sous un autre nom, Anna Delorme, fille unique d'un couple issu de la haute bourgeoisie lyonnaise, impliqué autrefois dans un scandale financier d'ampleur nationale. L'affaire, vieille de plusieurs années, avait éclaté brutalement, éclaboussant plusieurs institutions. Des détournements de fonds, des complicités politiques, des manipulations de comptes et un procès qui avait fait la une pendant des mois. Le nom d'Anna Delorme avait disparu après les premières semaines du scandale. Officiellement, elle avait fui le pays. Officieusement, elle avait été écartée par les siens pour éviter que son témoignage ne fasse tomber davantage de tête. La lettre du défunt avocat affirmait que Claire n'avait jamais été impliquée dans les faits incriminés. Au contraire, elle aurait tenté de dénoncer les pratiques de sa propre famille avant que les événements ne prennent de l'ampleur. Ses parents, pour la faire taire, auraient manœuvré pour la discréditer, l'assigner à résidence dans une propriété éloignée, la couper du monde. À sa majorité, elle aurait réussi à s'enfuir. Et depuis, elle vivait sous une fausse identité, sans papier, sans trace, refusant de réintégrer un monde qu'elle jugeait fondamentalement corrompu. La lettre se concluait par une déclaration notariale. En tant qu'unique héritière légitime du patrimoine Delorme et en l'absence de toute contestation juridique reconnue, Claire, ou Anna, pouvait légalement revendiquer une fortune considérable, placée sous séquestre depuis la clôture des procès. Une somme inestimable, jamais réclamée, toujours en attente d'un bénéficiaire. Jérôme, les mains tremblantes, relut plusieurs fois la déclaration. Les pièces jointes confirmaient l'identité, les liens de parenté, les comptes gelés. Tout était là. La femme qu'il allait épouser n'était pas une inconnue sans passé, mais une ancienne héritière disparue, un témoin involontaire d'un scandale historique. Il sentit son estomac se nouer. Pas de colère, pas encore, juste une immense confusion. Était-il en train de se faire manipuler depuis le début? Claire l'avait-elle choisi délibérément pour revenir sur le devant de la scène? Ou avait-elle vraiment fui tout ce monde jusqu'à ce qu'un pari insensé la rattrape? Il resta longtemps seul dans la pièce, sans bouger.
En bas, les invités commençaient à murmurer, inquiets du retard. À l'étage, Claire terminait de se coiffer, ignorant que son passé venait de refaire surface, non pas sous la forme d'un souvenir douloureux, mais d'un dossier officiel, une preuve, une vérité. Et cette vérité, quoi qu'il décide, allait tout changer. Jérôme resta immobile dans cette pièce du premier étage du château, la lettre officielle et les documents épars devant lui. La lumière grise du matin filtrait à travers la fenêtre, éclairant des lignes qu'il lisait et relisait, comme si en les déchiffrant encore et encore, il parviendrait à retenir la réalité. Tout ce qu'il croyait savoir de Claire venait de se fragmenter. Elle n'était pas une femme sans passé, ni une étrangère anonyme, mais une héritière dont la vie avait basculé dans le chaos à cause d'un scandale qui avait marqué la mémoire juridique et médiatique de la France. Il sentit un mélange de choc et de confusion qu'il n'avait encore jamais expérimenté. Sa respiration se fit plus rapide, ses pensées tourbillonnaient. Il tenta de reconstituer mentalement ce qu'il savait. Elle avait vécu dans la rue. Elle n'avait aucun dossier officiel. Elle avait une culture littéraire remarquable. Elle avait accepté de l'épouser sans un mot. Et maintenant, elle était la dernière héritière légitime d'une famille déchue, figure centrale d'un scandale financier jamais totalement résolu. Il réalisa que les pièces qu'il tenait entre ses mains n'étaient pas simplement des documents juridiques. Elles étaient une clé qui ouvrait une porte sur une vie entière qu'il n'avait pas encore explorée. Mais il sentit aussi une lourde responsabilité. Devait-il confronter Claire immédiatement? Devait-il tout lui dire? Il connaissait sa réserve, sa façon singulière de gérer les choses à distance, en silence. Et il savait aussi combien elle tenait à ne rien imposer. Elle avait toujours respecté son espace, son rythme. Devait-il briser tout cela avec une vérité brutale, maintenant que son monde à elle risquait de s'effondrer sous ses pieds? Dans le couloir, des murmures s'élevaient, des voix inquiètes, des questions pressantes sur la suite des événements. La cérémonie allait-elle avoir lieu? Une agitation confusait l'air, mais Jérôme avait perdu le sens du temps depuis qu'il avait ouvert l'enveloppe. Il passa une main sur son visage, comme pour chasser la brume qui l'enveloppait depuis plusieurs minutes. Il devait parler à Claire, mais comment commencer? Comment aborder une vérité aussi lourde, sans la blesser, sans l'accuser, sans la pousser à se refermer encore davantage? Il se leva et marcha lentement vers la porte, retint sa respiration, puis redescendit les escaliers. Chaque marche semblait résonner dans sa tête. En bas, une assistante l'attendait, inquiète. Elle lui demanda si tout était prêt pour la cérémonie. Il hocha la tête sans répondre, puis s'excusa pour un instant, prétextant une douleur subite à la nuque. Elle acquiesça, soulagée de pouvoir relayer l'information aux autres organisateurs. Il remonta à l'étage, se retrouva face à la chambre où Claire achevait sa mise en beauté. Elle était tournée vers le miroir, observant sans doute le reflet d'une femme qui allait devenir épouse dans un mois, un an, peut-être pour la vie entière. Ses mains tremblaient légèrement quand il posa les documents sur la table devant elle. Il attendit qu'elle daigne lever les yeux vers lui. Mais elle ne le fit pas tout de suite. Elle restait contemplative, légèrement tendue, comme si elle sentait que quelque chose d'important allait être dit. « Je viens de recevoir ceci », dit-il enfin, sans émotion feinte, simplement posé, rationnel. Il désigna du menton les papiers devant elle. Elle le regarda, son regard d'un calme singulier, mais ses yeux trahirent une légère surprise. Elle prit une profonde inspiration, s'assit sur le bord de la chaise et attrapa un document. Elle lut en silence, longtemps. Sa posture ne changea pas, son expression non plus. Elle ne se mit ni à trembler, ni à sourire, ni à se détourner. Elle lisait simplement, page après page, ses doigts effleurant parfois le papier, comme pour vérifier que ce qu'elle lisait était bien réel. Quand elle releva les yeux, elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle ne se fâchait même pas. Elle regardait Jérôme avec une intensité tranquille. « Je ne voulais pas que tu le saches comme ça », dit-elle simplement. Jérôme resta silencieux. Il n'avait rien à ajouter. Il attendait, presque avec crainte, ce qu'elle allait dire ensuite. « Mon nom est Anna Delorme », dit-elle, sans hésitation, sans chercher à masquer la vérité. « Je suis née dans une famille qui a perdu tout ce qu'elle avait après un scandale financier. Mes parents ont tout perdu. Leur réputation, leur argent, leur liberté, et moi aussi d'une certaine manière. » Elle posa les documents sur la table, les mains à plat, comme si elle cherchait à se reconnecter à une réalité qu'elle avait fuie depuis longtemps.
Ce que tu viens de lire est vrai, poursuivit-elle. Je n'ai pas choisi d'effacer mon identité pour jouer un rôle. Je l'ai fait pour survivre. Quand les événements ont dérapé, j'ai été accusé d'avoir participé à des agissements dont je n'avais jamais été responsable. Ma famille voulait me faire taire, me faire disparaître. Je n'avais pas d'alliance, pas de soutien, et je suis parti. Je me suis effacé parce que c'était ma seule chance de vivre. Je ne voulais plus être utilisé comme un pion. Elle détourna les yeux un instant, puis les reposa sur lui. Je ne cherchais rien. Pas la fortune, pas la vengeance, pas la reconnaissance, juste la paix. Jérôme sentit une étrange vibration dans son cœur. Il comprit que ses propres jugements, ses propres impressions, ses propres attentes avaient été façonnés par une vision incomplète. Il n'avait jamais envisagé la possibilité que Claire ou Anna ait conduit une vie antérieure, aussi difficile soit-elle, qui l'avait mené à renoncer à toute identité. Il réalisa que toute la relation qu'ils avaient construite, ce silence, cette distance, avait été autant de mécanismes d'autoprotection de sa part que d'énigmes pour lui. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il presque sans voix. « Pourquoi n'en avoir rien dit ?» Elle ferma les yeux un instant, puis répondit d'une voix calme, presque fragile, « Parce que je ne voulais pas être définie par mon passé. Je voulais que notre histoire commence vraiment là où elle avait commencé, pas là où on m'avait placé malgré moi. Je voulais être Claire, pas Anna. Mais maintenant que tu sais, tu dois décider ce que tu veux faire de cette vérité. Je ne te demanderai rien. C'est à toi de choisir. » Il sentit la gravité de ces mots, leur portée. Elle ne demandait pas d'être aimée à cause de sa vérité. Elle demandait seulement d'être acceptée, sans condition. Et dans un monde prêt à juger, à condamner, à exploiter, elle faisait le choix le plus difficile qui soit, affronter la vérité. Jérôme comprit qu'il ne pouvait plus reculer. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Et il sut que ce moment, ce silence partagé après sa propre révélation, allait définir ce qu'ils seraient l'un pour l'autre dans les jours, les mois et les années à venir. Il n'y avait plus de paris, plus de masques, plus de jeux. Il n'y avait plus que deux personnes, face à face, avec une vérité enfin révélée. La salle était silencieuse. En contrebas du château, les invités, informés d'un retard technique, attendaient encore, assis dans les rangées parfaitement alignées sur le sol en pierre, entourés de compositions florales sobres. Le ciel était resté couvert, mais la pluie ne venait pas. Il y avait dans l'air une tension feutrée, celle qui précède les décisions lourdes, les engagements irréversibles. Au premier étage, Claire venait de tout révéler. Anna Delorme n'était plus un secret. Jérôme avait entendu, accepté, digéré sans dramatiser. Il était resté là, devant elle, sans colère, sans jugement, écoutant les mots qu'elle n'avait jamais osé prononcer à voix haute depuis des années. Maintenant, l'un comme l'autre savaient que toute la suite de leur histoire dépendrait de ce qu'ils feraient de cette vérité. Il n'y avait plus de mise en scène, plus de fausse neutralité. Tout, désormais, était concret. Jérôme redescendit, donna instruction à l'équipe de commencer. Aucun mot sur ce qui s'était passé. Il ne modifia rien à l'organisation. Il ne parla ni à son avocat, ni au maître de cérémonie. Il ne chercha pas à prévenir les invités. Il avait fait un choix, et ce choix était d'aller au bout de ce mariage, sans changer de cap. Pas par orgueil, pas par provocation, mais parce qu'il sentait que ce qui allait se passer maintenant ne regardait que lui et elle. Le monde pouvait bien continuer à interpréter, à critiquer, à chercher des motifs cachés. Lui savait ce qu'il faisait, et pourquoi. Claire descendit quelques minutes après lui. La robe qu'elle portait n'avait rien de spectaculaire. C'était un modèle simple, sans perles, sans traîne interminable, sans voile. Un tissu fluide, beige clair, rehaussé d'un liseré discret à la taille. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sans ornement. Aucun bijou, aucun maquillage voyant. Mais son allure, sa posture, sa manière de marcher, avaient une sobriété élégante que nul luxe n'aurait pu égaler. Lorsqu'elle apparut sur le seuil de la salle, les conversations s'interrompirent. Les regards se tournèrent vers elle avec un mélange de surprise, de respect et de curiosité. Mais elle ne chercha aucun contact visuel. Elle avança calmement, guidée par une hôtesse, et prit place à côté de Jérôme devant l'officiant. La cérémonie était civile, brève, sans discours fleuri. L'officier d'état civil, prévenu du caractère confidentiel de l'événement, lut les articles du Code civil d'une voix neutre. Il invita les futurs époux à se prononcer. Jérôme parla le premier. Sa voix était posée,
sans emphase. Je m'engage à respecter, à protéger et à accompagner Claire, ici présente, sans condition, sans attente, avec la conscience claire de ce que cela implique. Je ne fais pas ce choix pour paraître, pour convaincre ou pour apaiser. Je le fais parce que je le veux. Claire tourna légèrement la tête vers lui, pour la première fois. Leurs regards se croisèrent quelques secondes, puis elle se tourna vers l'officier. J'accepte de m'unir à Jérôme, non pour ce qu'il représente, mais pour ce qu'il m'a permis de redevenir. Je ne cherche pas à appartenir à quelqu'un, mais je reconnais en lui un partenaire possible, un miroir fiable, une présence honnête. Cela me suffit. L'échange d'alliances se fit dans un silence solennel. Puis vint l'instant où l'acte fut signé. L'assistante de l'officier demanda à Claire si elle souhaitait conserver son nom de naissance ou prendre celui de son époux. Elle marqua une pause. Jérôme l'observait, immobile. « Claire Morel », répondit-elle. « C'est le nom que j'ai choisi et je le garde. » Il hocha la tête. Aucun trouble. C'était attendu, presque nécessaire. Le choix de garder ce nom n'était pas une rupture. C'était un rappel de liberté. À peine l'acte signé, alors que les premiers applaudissements, encore timides, retentissaient dans la salle, un homme s'avança doucement, presque furtivement, jusqu'au premier rang. Il portait un costume sombre, un manteau léger jeté sur le bras, et tenait un dossier discret dans la main gauche. Il se pencha vers un des collaborateurs de Jérôme, murmura quelques mots, puis remit l'enveloppe. Le document passa de main en main, jusqu'à ce qu'il arrive à Jérôme, encore assis. Il regarda l'enveloppe, la reconnaissant immédiatement. Elle portait un cachet officiel, celui du cabinet d'avocats mentionné dans les documents précédents. Il sentit son cœur se resserrer. Ce n'était pas la première fois qu'on lui remettait quelque chose en plein événement, mais jamais cela n'avait eu autant de poids. Il ne l'ouvrit pas sur le champ. Il se leva, salua brièvement l'assemblée et prit Claire par le bras. Ils quittèrent la salle sans discours, sans photo officielle, sans lancer de rire ni éclat de voix. Une voiture les attendait à l'extérieur. Dans l'habitacle, Jérôme brisa le silence. « On vient de m'envoyer un complément de dossier. » Claire hocha la tête. Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus pour comprendre de quoi il s'agissait. Il ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs documents notariés. Une déclaration formelle du cabinet d'avocats Delorme, rédigée par un ancien associé du père de Claire. On y précisait, preuve à l'appui, que les accusations portées à l'époque contre Anna Delorme avaient été fabriquées pour détourner l'attention des véritables coupables, tous membres du conseil d'administration de l'entreprise familiale. Le document citait des témoignages posthumes, des transferts bancaires, des correspondances internes, ainsi qu'un accord confidentiel passé entre plusieurs hauts responsables judiciaires de l'époque. L'un des signataires de l'époque, aujourd'hui décédé, avait laissé un témoignage écrit désormais rendu public à la demande de l'étude. Mais ce n'était pas tout. Un acte notarié distinct stipulait que Claire, sous son identité de naissance, demeurait l'unique bénéficiaire de plusieurs comptes et propriétés gelés après la fermeture de l'entreprise Delorme. Le montant total, selon les dernières estimations, dépassait les 100 millions d'euros. Cette somme n'avait jamais été réclamée car le détenteur légitime avait été considéré disparu. Avec la réapparition d'Anna, cette fortune devenait légalement accessible, sans litige connu. Jérôme referma lentement la dernière page. Il ne dit rien pendant un long moment. Claire restait droite, les mains sur les genoux, le regard perdu dans la vitre. « Tu savais » demanda-t-il, sans accusation. Elle répondit d'un ton égal. « Je savais que je n'avais rien volé. Je savais que ce n'était pas moi. Mais je ne savais pas ce qu'il restait. Je ne voulais pas le savoir. » Il la regarda, tentant de mesurer le poids d'une telle révélation. Elle, désormais, n'était pas seulement libre d'un passé, elle était aussi à la tête d'une fortune colossale. Et pourtant, elle restait là, dans cette voiture, sans apparat, sans ambition affichée, sans triomphe. « Que veux-tu faire de tout ça ?» demanda-t-il enfin. Elle tourna la tête vers lui, le regard droit. « Rien pour l'instant. Ce n'est pas ce que je cherchais. Ce n'est pas ce que je veux. » Il comprit alors qu'au-delà des millions, au-delà des noms, au-delà du scandale, ce qu'elle avait voulu, dès le départ, c'était une chose que l'argent ne pouvait acheter. Un point de départ, un espace vide sur lequel construire quelque chose de vrai. Et peut-être, en ce jour étrange et solennel, avait-elle enfin trouvé ce point. Le lendemain du mariage, l'intimité dans laquelle Jérôme et Claire avaient en célébré leur union
s'était dissipé au rythme des notifications, des messages et des sollicitations qui affluaient depuis l'aube. Le bruit extérieur, volontairement écarté la veille, revenait par vagues inévitables. L'enveloppe reçue juste après la cérémonie avait mis en lumière des informations d'une gravité inattendue, confirmant officiellement ce que Claire avait révélé à Jérôme quelques heures plus tôt. Mais ce qui aurait pu rester dans le domaine du privé ne le resta pas longtemps. Malgré tous les dispositifs de confidentialité mis en place, le contenu de l'enveloppe fut partiellement divulgué dès la matinée suivante. Un journaliste d'un hebdomadaire économique publia un article détaillant la réapparition d'Anna Delorme, appuyé par des extraits de documents qui ne laissaient aucun doute quant à leur authenticité. L'information fit l'effet d'un séisme. Les médias qui avaient été tenus à l'écart pendant des semaines reprirent en boucle les mêmes titres. Claire Morel n'a jamais existé. La mystérieuse épouse de Jérôme Lefebvre est l'héritière Delorme. Retour d'une disparue après un scandale historique. À midi, l'affaire occupait déjà tous les fils d'actualité, toutes les chaînes d'information continues. Des juristes furent invités à commenter la légalité de la réclamation de la fortune Delorme. Des analystes politiques revinrent sur les liens troubles entre la famille Delorme et des figures publiques tombées depuis. Ce qui n'avait été qu'un mariage improbable, devenu conte viral, se transformait à présent en feuilleton judiciaire et financier. Et cette fois, il ne s'agissait plus d'une affaire de cœur, mais d'une bombe à fragmentation sociale, économique et historique. Jérôme et Claire restèrent retranchés dans le château. Ils refusèrent toute apparition, toute communication. Mais à l'intérieur, loin du tumulte, le silence entre eux n'était pas celui de la peur. Il était celui d'une réalité trop dense pour être commentée immédiatement. Assis l'un en face de l'autre, ils regardaient les informations défiler sur un écran muet. Les visages familiers des présentateurs s'agitaient en silence, les images de Claire figée dans sa robe sobre, marchant vers l'hôtel, capturée par un drone inattendu au-dessus du domaine. « Tu ne peux plus te cacher maintenant », dit Jérôme sans agressivité. Claire ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, fixant un point vide sur le mur. « Je n'ai jamais voulu me cacher éternellement. Je voulais juste un moment où tout s'arrêterait, où je pourrais être quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'un instant. » Il la regarda, cherchant dans son visage les signes d'un désarroi, d'un remords, d'une peur. Mais elle restait droite, solide, comme si ce qu'elle vivait maintenant était la suite logique d'un long chemin de fuite, et non une surprise. La journée continua à s'emballer. En milieu d'après-midi, l'un des anciens avocats du cabinet Delorme accorda une interview exclusive, confirmant les faits exposés dans les documents envoyés la veille. Il ajouta que Claire, ou plutôt Anna, avait été déclarée absente volontaire, mais jamais recherchée officiellement, car sa famille avait volontairement évité de lancer des démarches pour la retrouver. Selon ses mots, elle était un embarras stratégique. Sa disparition arrangeait tout le monde. Cette phrase fut reprise dans tous les médias, et avec elle, le regard que l'opinion portait sur Claire changea radicalement. Ce n'était plus une marginale mariée sur un coup de folie, mais une survivante. Une victime de manœuvres familiales opaques, d'un système judiciaire complice, d'un monde dont elle s'était volontairement exclue pour ne pas être broyée. Des tribunes commencèrent à circuler, des personnalités publiques prirent position. Certains demandèrent l'ouverture d'une enquête. D'autres saluèrent son courage. Des femmes politiques parlèrent d'elle comme d'un symbole de résistance. Claire, elle, ne disait toujours rien. Assise dans le salon du château, elle écoutait les portes claquer, les téléphones vibrer, les gardes du corps filtrer les tentatives d'intrusion. Et elle gardait le même calme que depuis le début. Ce soir-là, Jérôme s'approcha d'elle alors qu'elle relisait pour la 4e fois la lettre de l'avocat disparu. Il s'assit à côté d'elle, pas trop près. Il n'avait plus besoin de s'imposer. Il attendait qu'elle parle. « Tu sais ce que je trouve le plus ironique dans tout ça ?» dit-elle enfin. « C'est que personne ne s'est jamais demandé pourquoi une héritière comme moi préférerait dormir sous des cartons, mendier un café plutôt que réclamer ce qui lui revenait. » Jérôme hocha lentement la tête. « Je me suis posé la question, » répondit-il, mais je n'étais pas prêt à entendre la réponse. Elle le regarda, un long moment. « Maintenant, tu l'es ?» Il répondit par un regard franc, sans détour. Elle se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, puis revint vers lui. « Quand j'étais enfermé dans la maison de campagne qu'il m'avait attribuée après le procès, j'étais traité comme un fantôme. Pas de téléphone, pas de visite, juste une femme payée pour me surveiller.
Mon père m'avait dit que c'était mieux ainsi, que j'avais failli détruire la famille. Ce jour-là, j'ai décidé que je n'avais plus besoin de leur nom, ni de leur fortune, juste de silence. » Elle s'arrêta comme pour évaluer le poids de ses mots, puis ajouta « Quand j'ai accepté de t'épouser, cette nuit-là, ce n'était pas par jeu. C'était parce que je me suis dit, peut-être que si je recommence quelque chose d'absurde, je pourrais vivre autrement. » Jérôme baissa les yeux, touché. Ce qu'il entendait n'était pas une justification. C'était une vérité nue. Claire n'avait jamais joué. Elle avait agi par instinct de survie puis par besoin de sens. Le lendemain matin, les avocats leur annoncèrent que plusieurs héritiers lointains de la famille Delorme tentaient déjà de contester la validité des documents. Une procédure juridique allait s'ouvrir, mais ils avaient peu de chances de gagner. Claire avait désormais tous les droits. L'argent, les propriétés, les titres. Tout était à sa disposition. Et pourtant, face à cet empire retrouvé, elle resta fidèle à sa première déclaration. « Je ne veux pas de tout ça pour moi. Je veux que ça serve. Je n'ai pas fui pour mieux posséder. J'ai fui pour vivre. Maintenant que je suis revenu, je veux que ce retour signifie quelque chose. » Et Jérôme, en l'écoutant, comprit que la plus grande richesse de Claire n'avait jamais été celle des comptes en banque. C'était sa capacité à tenir debout dans la tempête, sans jamais devenir ce que l'on avait voulu qu'elle soit. Dans les jours qui suivirent, le château devint un centre de gravité silencieux pour une histoire que tout le pays observait. Malgré les gardes postés à l'entrée, les journalistes, les curieux et les enquêteurs d'opinion campaient dans les environs, dressant des tentes, installant des drones, envoyant des messages à répétition pour obtenir une réaction. Mais à l'intérieur, Claire et Jérôme maintenaient une ligne de conduite simple, ne rien commenter. Ce choix du silence, devenu leur marque depuis le début, prenait désormais une autre dimension. Il ne s'agissait plus d'une posture, mais d'une manière de se protéger. Pas contre la presse, mais contre le vertige de tout ce qui se révélait, se bousculait, se redéfinissait. Mais ce calme apparent n'était pas sans tension. La nuit tombée, dans les salons assombris, entre les couloirs vides et les pièces fermées, Claire et Jérôme finirent par s'affronter. Pas par colère, par nécessité. Tout commença par une phrase, prononcée par Jérôme au détour d'un dîner improvisé où les deux avaient à peine échangé depuis le matin. « Je ne suis pas sûr de savoir qui je suis maintenant. » Claire, qui mangeait lentement une assiette de légumes rôtis, releva les yeux sans précipitation. « Tu croyais savoir avant ?» demanda-t-elle. Il posa sa fourchette, fixa son assiette, puis répondit « Je croyais que je contrôlais, que mon image, mon travail, ma réputation, tout cela formait un tout cohérent. Puis tu es arrivé. Tu as tout renversé, pas en me trahissant, en me forçant à regarder ce que j'avais évité. » Elle attendit quelques secondes avant de parler. « Et que vois-tu maintenant ?» demanda-t-elle sans défi. Il se pencha en avant, les mains jointes. « Je vois un homme qui croyait être libre parce qu'il possédait, et qui comprend qu'il ne l'était pas. Je vivais dans une cage dorée que j'avais moi-même construite. Tu m'as montré ce que c'est que le vide, pas le vide destructeur, le vide de ce qui n'est pas défini à l'avance. Et j'ai eu peur. Je crois que j'ai encore peur. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle termina son verre d'eau, puis se leva, alla vers la fenêtre. « Moi, j'ai appris à vivre avec la peur. Elle ne disparaît jamais. On apprend juste à marcher avec elle. » Il se leva à son tour, s'approcha d'elle, sans la toucher. « Tu veux vraiment tourner la page avec tout ça? La fortune, le nom, le poids de l'héritage? Tu pourrais tout reprendre. Vivre dans un appartement à Paris, fréquenter les salons, te réapproprier ta place. » Elle se tourna vers lui. « Quelle place? Celle qu'ils m'ont assignée à la naissance? Celle qu'ils ont piétinée quand elle ne leur convenait plus. Je ne veux pas de cette place. Je veux en construire une autre. » Ils restèrent face à face, sans bouger, respirant dans le même rythme. Puis Claire fit un pas vers lui. « Tu sais, je n'ai jamais voulu être une énigme pour toi. Je n'avais juste plus confiance en la parole. J'ai vu trop de mots devenir des armes, trop de promesses être retournées contre moi. J'ai cru que le silence me sauverait. Mais le silence aussi, parfois, devient une prison. » Il l'écoutait sans chercher à interrompre. Elle poursuivit. « Alors, si je parle maintenant, c'est parce que tu m'as laissé venir. Tu n'as pas forcé, pas manipulé, pas pressé. Et ça, pour quelqu'un comme moi, c'est plus qu'un geste. C'est une libération. » Jérôme sentit une tension qu'il portait depuis des semaines se relâcher. Pas par soulagement, mais parce qu'il comprenait qu'il n'avait jamais été dans une simple aventure humaine ou sentimentale. Il avait été témoin d'une reconstruction. Et maintenant,
Ils devaient choisir s'ils voulaient en faire partie. Le lendemain matin, ils s'assirent autour d'un petit déjeuner simple, sans formalité. Pain grillé, confiture maison, café. Claire prit la parole sans détour. « J'ai demandé à l'avocat de débloquer les fonds, pas pour les dépenser, pour les transférer. » Jérôme la regarda sans surprise. Il savait que quelque chose se préparait. « Je veux créer une fondation, dit-elle, pas une façade pour faire joli dans les journaux, une structure réelle, indépendante, pour les femmes comme moi, celles qu'on a effacées, qu'on a déclassées, qu'on a réduites au silence. Je veux que cet argent serve à leur donner une chance de reprendre la parole, pas seulement un toit, une voix. » Il hocha la tête, profondément touché. « Je veux t'aider. » Elle répondit sans hésiter. « Pas pour moi, pour elle, et peut-être aussi pour toi. » Ils passèrent les jours suivants à travailler sur les statuts, les principes, les orientations. Jérôme appela quelques anciens partenaires de confiance, des personnes discrètes, compétentes, qui acceptèrent de s'engager dans le projet. Aucun nom connu, aucun financier. Juste des gens capables de construire quelque chose de stable, durable. Claire, de son côté, rédigea les premières lignes d'un manifeste. Elle y parlait de dignité, de renaissance, de la valeur de l'invisibilité quand elle est choisie, et de sa violence quand elle est imposée. Un soir, alors qu'ils relisaient ensemble les documents à envoyer au notaire, Jérôme s'arrêta, leva les yeux vers elle. « Tu as changé ma vie, pas comme un ouragan, comme un paysage qu'on découvre après une longue nuit. » Claire sourit, pour la première fois sans retenue. « Et toi, tu m'as rappelé que la confiance n'est pas un pari. C'est un choix et un risque. » Ils signèrent ensemble les derniers papiers. À ce moment précis, il n'était plus un homme puissant et une ancienne sans-abri. Il n'était plus un provocateur mondain et une héritière disparue. Ils étaient deux êtres debout, côte à côte, décidés à faire de leur histoire non pas un scandale, mais un point de départ. Quelques mois s'étaient écoulés depuis le tumulte du mariage, les révélations, les affrontements et les décisions. Ce qui avait commencé comme un pari absurde au cœur d'une nuit lyonnaise était désormais devenu une initiative concrète, presque méthodique, portée par deux personnes transformées par tout ce qu'elles avaient traversé. Claire et Jérôme ne vivaient plus dans l'univers des apparences, des scandales ou des performances sociales. Ils s'étaient installés dans une grande maison de pierre, discrète, en périphérie de Lyon, entourée d'un terrain arboré et d'un bâtiment annexe en rénovation. C'est là que la fondation Claire Morel prenait forme. Le projet avait été lancé avec détermination, mais sans tapage. Aucun événement d'inauguration, aucun partenariat sponsorisé, aucune couverture médiatique. La priorité n'était pas la visibilité, mais l'efficacité. Claire avait défini dès le départ une orientation claire: accueillir, loger, accompagner et reconstruire. L'objectif n'était pas d'assister passivement des femmes en situation de rue, mais de leur offrir un espace de transition solide, dans lequel elles pourraient redevenir actrices de leur propre histoire. Les premiers accueils avaient lieu dans l'aile rénovée du bâtiment secondaire. 6 chambres, une cuisine collective, une salle de repos, un espace de travail. Chaque femme arrivant à la fondation était reçue individuellement sans jugement et se voyait proposer un parcours sur mesure: psychologue, juriste, formation professionnelle, soutien administratif, selon ses besoins. Claire passait du temps avec chacune d'elles, pas pour raconter son passé, qu'elle ne partageait jamais en détail, mais pour écouter, observer, comprendre. Ce lien humain, direct, sans hiérarchie, devenait l'âme du projet. Et rapidement, la Fondation attira l'attention de structures associatives, de collectivités, de bénévoles sincères. Mais à chaque proposition de médiatisation, Claire opposait un refus ferme. Elle ne voulait pas devenir un symbole. Elle voulait simplement que les femmes invisibles cessent de l'être. Jérôme respectait cette volonté, même s'il savait qu'ils auraient pu, s'ils l'avaient voulu, transformer tout cela en modèle international, en marque, en vitrine. Mais ce n'était pas le but. Pas cette fois. Lui-même avait changé de rythme. Il avait confié la direction opérationnelle de son groupe de restauration à une équipe resserrée, compétente, qu'il connaissait de longue date. Il gardait un œil stratégique sur les décisions majeures, mais ne participait plus aux événements, ne donnait plus d'interviews, ne fréquentait plus les cercles qui autrefois rythmaient son quotidien. Ses amis les plus proches, ceux qui étaient restés malgré la tempête, comprenaient cette transformation. Les autres avaient disparu d'eux-mêmes. Dans son nouveau quotidien,
Jérôme s'impliquait dans la gestion structurelle de la fondation, l'administratif, le suivi des partenariats, la consolidation juridique. Mais surtout, il apprenait à vivre à un rythme humain, à exister sans performance, à parler sans stratégie. Avec Claire, ils échangeaient longuement, souvent tard le soir, sur ce qu'ils observaient, sur les trajectoires brisées qu'ils accompagnaient, sur la manière d'aider sans envahir. Ils découvraient une autre forme d'intelligence, celle qui ne se mesure ni en diplôme ni en réseau, mais en écoute, en patience, en présence. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble le long du Rhône, Claire s'arrêta, regarda l'eau couler, puis dit « Tu sais, je ne suis pas une histoire à raconter. Je suis une histoire à finir. » Il resta silencieux, puis répondit « Non, tu es une histoire à continuer. » Ce dialogue, bref, simple, résumait ce qu'ils étaient devenus. Deux personnes qui avaient cessé d'être définies par le regard des autres et qui s'autorisaient à écrire la suite selon leurs propres termes. Les femmes hébergées par la Fondation, au fil des semaines, commençaient elles aussi à changer. Certaines trouvaient un emploi, d'autres reprenaient contact avec des proches. Quelques-unes s'engageaient à leur tour dans l'aide à celles qui arrivaient. Le lieu devenait plus qu'un abri. Il devenait un passage, pas une destination finale, mais un point de relance. Et c'est exactement ce que Claire avait voulu. Lors d'un conseil de fondation, un jeune juriste proposa d'ouvrir une deuxième structure dans une autre ville. Claire refusa poliment. « Ce que nous faisons ici doit rester humainement gérable. Si ça devient une machine, on perdra ce qui fait la différence. » Jérôme appuya cette décision. Il savait que le succès, s'il devait exister, ne se mesurerait pas en taille ou en chiffres, mais en cohérence. Parallèlement, Claire s'était vue proposer plusieurs fois de témoigner publiquement. Des revues féminines, des maisons d'édition, des chaînes de télévision voulèrent son récit. Elle refusa systématiquement. Ce n'était pas un refus de mémoire, c'était un choix de continuité. Elle ne voulait pas capitaliser sur sa douleur passée. Elle voulait transformer cette douleur en structure pour les autres. Un soir, au retour d'une réunion, elle trouva une enveloppe sur son bureau. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photo d'elle, jeune, souriante, dans une robe de soirée, tenant un violon. Derrière, une note manuscrite. « Je suis désolé. Ils nous ont tous trahis. Élise. » Elle ne dit rien à Jérôme ce soir-là. Elle rangea la photo dans une boîte, puis alla s'asseoir près de lui sur le canapé. Ils restèrent là, en silence, à regarder les flammes danser dans la cheminée. Elle savait qu'une partie d'elle ne guérirait jamais complètement. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule. Quelques semaines plus tard, une première cérémonie fut organisée dans le jardin de la Fondation. Pas pour inaugurer, mais pour honorer. Chaque femme qui avait terminé son parcours laissait un mot, une image, une empreinte. Pas pour être applaudie, pour exister, au moins une fois, sans condition. Jérôme prit la parole brièvement. Ce lieu existe parce que quelqu'un a décidé qu'il n'était plus question de se cacher. Parce que quelqu'un a eu le courage de dire « Je ne veux pas disparaître, je veux transformer ». Claire ne parla pas ce jour-là. Elle regarda les femmes présentes, une à une. Puis elle s'éloigna, s'assit seule quelques minutes, en bordure du terrain là où les arbres commençaient. Elle respira profondément. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit pleinement à sa place. Et c'est ainsi que l'histoire qui avait commencé dans le ridicule d'un Paris de riches se termina dans la dignité retrouvée de celle qu'on n'avait jamais regardée. Une femme sans nom avait redonné des noms à celles qu'on avait effacées. Et un homme, autrefois maître de tout sauf de lui-même, avait trouvé dans l'imprévu la forme la plus honnête de liberté.